Bref, comment j'utilise LinkedIn? C'est simple, j'ai aucun système. J'ai littéralement aucun système. Je me connecte, puis dans ma to-do list de la journée, j'ai tout le temps de faire une publication LinkedIn. C'est à chaque jour, puis si possible le samedi et le dimanche. Mais ça, des fois, je le fais pas. Donc, c'est ma to-do list. C'est comme aller au gym. C'est comme suivre mes plans de nutrition. C'est comme les suppléments le matin. Je le suis, je le prends, je dois le faire. Donc, bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. On est en mode de discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé aujourd'hui. Où est-ce qu'on fait un épisode spécialisé sur LinkedIn, c'est-à-dire que Jonathan et moi qui sont très présents sur cette plateforme. D'ailleurs, on vous invite à nous ajouter sur LinkedIn si c'est pas déjà fait de votre côté. On vous partage les derniers trucs et astuces qu'on a découverts sur la plateforme, ce qui fonctionne le mieux en termes de contenu, de format, les heures à laquelle poster, les bons, les moins bons coups qu'on a été capable de découvrir récemment. On discute par la suite de quelques nouvelles qui ont marqué le monde des affaires, la déflation en Chine, toujours un sujet que je trouve fascinant de parler. On parle toujours d'inflation dans les endroits occidentaux comme le Canada, les États-Unis ou l'Europe, mais très rarement on parle de déflation, ce qui se déroule au Japon depuis des décennies maintenant et également en Chine depuis quelques mois. Par la suite, on discute de d'autres nouvelles. On parle du marché de l'emploi, du taux de chômage qui malheureusement a augmenté un petit peu au pays. Et on termine avec d'autres nouvelles en rafale. Et je vous le demande encore une fois, si c'est pas déjà fait, si vous pouviez vous abonner sur YouTube ou Spotify ou encore Apple Podcast, ce serait excessivement apprécié. Ça nous aide à pouvoir continuer à faire grandir le podcast et à avoir des invités de plus grande qualité d'une semaine à l'autre. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires en compagnie, comme à chaque semaine, de Jonathan Léveillé, le président, le fondateur de Open Mind Technologies. Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme aujourd'hui, on dévoile notre plan stratégique cet après-midi. Donc, je pense qu'on est pas mal tous crinqués et énergisés de pouvoir dévoiler ça à l'ensemble de l'équipe. Fait que ça va bien, ça va très bien. Là, tu nous parles de plan stratégique, tu nous parles de dévoilement, mais là, c'est quand que tu vas venir nous dévoiler la stratégie que tu as mis en place pour sortir, pour faire un peu la sortie d'une partie de ton entreprise? Quand tu vas venir nous parler de ça? Je me commets aujourd'hui, Antoine. Je vais laisser encore un petit peu de temps passer parce que dans une transition comme ça, il reste quelques semaines encore pour s'assurer que toutes les différentes variables soient finalisées. Je me commets 15 juin, Antoine. On va avoir fait l'événement. On va avoir fait l'événement à ce moment-là. Parfait, OK. Donc, tu as 3 mois de préparation. Je pensais que tu m'aurais dit dans la semaine prochaine. OK, bon. 15 juin, on va respecter, mais c'est bon. C'est enregistré. Les millions d'auditeurs à chaque semaine du podcast Hypercroissance le savent maintenant que le 15 juin, on va avoir une présentation de Jonathan Léveillé qui va nous expliquer comment il a été capable de vendre une partie de son entreprise et de tout de même garder 100% de l'autre partie de son organisation. Donc, le 15 juin, c'est un rendez-vous. Mais avant toute chose, on discutait hors d'onde, Jonathan et moi, LinkedIn. Je pense que tu as fait des trouvailles récemment sur LinkedIn, Jonathan. Tu avais des questions peut-être également pour moi de comment qu'on l'utilise. On pourrait parler de ça et par la suite faire un petit tour des nouvelles du monde des affaires. Il y a eu des événements qui se sont déroulés concernant le taux de chômage, le taux d'emploi au pays, comment tout ça évolue. J'avais également certaines informations que je trouvais intéressantes à partager à l'audience concernant ce qui se déroule au niveau de la déflation en Chine. Ça, c'est un terme qu'on entend des fois un petit peu, mais qu'on comprend pas exactement ce que ça veut dire. Eh bien oui, il y a encore de la déflation en Chine. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Donc, où qu'on commence? Veux-tu qu'on commence avec LinkedIn? Moi, je commencerai avec LinkedIn si tu es d'accord, Antoine. Let's go, on fait ça. Puis j'explique un peu pourquoi je voulais apporter ce sujet-là. Le but un peu du podcast, c'était de pouvoir avoir des discussions entre entrepreneurs pour brainstormer, s'entraider, s'amener à d'autres niveaux. J'ai été longtemps très actif sur LinkedIn, puis j'avais ralenti un peu ma cadence ou ma présence en 2023. Je recommence depuis début 2024 à être un peu plus actif. La plateforme est en constante évolution, donc les bons coups, les bons repères que j'avais précédemment ne sont peut-être plus nécessairement bons aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à tester différentes choses, à jouer un petit peu avec ça. J'ai fait des apprentissages. Puis là, je me disais que ça serait le fun d'en parler avec Antoine, de voir comment toi, tu l'utilises aussi LinkedIn. Qu'est-ce que tu as fait comme expérimentation dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Parce qu'on le voit, tu es très présent sur LinkedIn. Tu tapes souvent des coups de circuit avec tes posts. De mon côté, une fois sur deux, j'ouvre LinkedIn, c'est toi que je vois. Donc, je me dirais, c'est bon, ça pourrait être intéressant de lever un peu le rideau
d'arrière-scène pour voir comment toi tu fonctionnes. Et je peux exprimer un petit peu aussi comment moi je fonctionne. Et c'est un peu ça, dans le fond, le but de la discussion que je voulais avoir avec toi aujourd'hui. Puis si vous nous écoutez et vous avez d'autres conseils ou d'autres trucs, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je suis à la recherche constante, comme probablement beaucoup d'autres entrepreneurs présents sur LinkedIn, de conseils ou d'effets de levier pour aller avoir un meilleur reach puis d'être toujours plus pertinent et apporter plus de valeur. De mon côté, ce que j'ai testé différemment dans les dernières semaines, ça faisait longtemps que je voyais qu'il y avait un mode créateur de contenu dans LinkedIn que je n'avais pas activé. Et j'explique pourquoi je l'avais pas activé. Ça l'enlève un peu la fonction connexion entre les gens. On peut suivre les gens sur LinkedIn quand ils sont en mode créateur de contenu, mais c'est plus complexe pour les gens de créer une vraie connexion avec. Et j'étais sous la perception que ça allait me nuire à moyen puis à long terme. Donc, j'avais volontairement ignoré d'activer ce mode créateur-là, mode créateur de contenu. Maintenant, quand je postais, j'avais un pic environ à 1500, 2000 d'audience à peu près quand j'envoyais un post sur LinkedIn. Et instantanément, quand j'ai activé le mode créateur de contenu, ça l'ajoute un 0. Donc, je suis entre 15 000 à 20 000 à peu près de reach par post à l'heure actuelle avec l'audience que j'ai. J'ai un post que j'ai fait dans les dernières journées, je suis rendu à 25 000 de reach à peu près là-dessus. Donc, mon premier apprentissage, c'est oui, il y a définitivement une différence entre le mode créateur de contenu. En tout cas, dans mon cas, à moi, en l'activant, ça l'a enlevé, je pense, un certain plafond de verre que 1500, 2000 de reach maximum. Là, je suis dans du 15, 20, 25 000 à peu près au final. Puis, je serais curieux de voir les reach de ton côté, à quoi ça ressemble aussi, parce que j'ai pas de gens avec qui je peux parler de ça. Donc, quoi de mieux que de le faire publiquement sur le podcast? Ben écoute, si tu fais du 15, 20 000 de reach par publication à chaque fois, Jonathan, continue à faire ce que tu fais parce que c'est des chiffres exceptionnels. C'est des chiffres que je vais faire des fois, mais clairement pas régulièrement, en toute transparence. Je pense que le nombre, je vais aller voir, là, je les suis pas tellement souvent, les statistiques. Bon, regarde, je regarde mes statistiques. Au moment où on se parle, dans les 7 derniers jours, mes publications en tout et partout ont généré 19 282 impressions. Et sur, disons, les 90 derniers jours, on est à peu près à 150 000, OK, d'impressions. Mais par pause, je sais pas exactement ce que ça représente. Je peux voir un peu les chiffres, donc je le vois 6 000, 7 000, 7 000. Donc oui, du bon reach. Moi, ben, bref, comment j'utilise LinkedIn? C'est simple, j'ai aucun système. J'ai littéralement aucun système. Je me connecte, puis dans ma to-do list de la journée, j'ai tout le temps dans ma to-do list de faire une publication LinkedIn. À chaque journée? C'est à chaque jour, puis si possible le samedi et le dimanche. Mais ça, des fois, je le fais pas. Donc, c'est ma to-do list. C'est comme aller au gym. C'est comme suivre mes plans de nutrition. C'est comme les suppléments le matin. Je le suis, je le prends, je dois le faire. Après, c'est sûr et certain que j'ai des thèmes fétiches et j'ai toujours vu LinkedIn, puis je pense que j'avais fait un podcast là-dessus sur ce que j'appelle de la consommation. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui est faite pour faire en sorte que les gens qui me suivent vont venir consommer le contenu que je crée. Donc, je vois pas LinkedIn comme une plateforme de création de contenu, je vois LinkedIn comme une plateforme de découvrabilité pour des gens à consommer mon contenu. OK? Donc, en faisant 2 podcasts hypercroissance par semaine, un podcast social skilling, un podcast commerce élite, 3 infolettes différentes, il faut ultimement que les gens sachent qu'on fait ce contenu-là. Donc, j'utilise cette plateforme-là, on utilise avec nos collègues cette plateforme-là pour faire en sorte que nos contenus soient vus et surtout soient consommés. Donc, très simplement, j'ai pas de système autre que je dois faire une publication par jour. Après, j'ai historiquement, je pense, une certaine facilité à écrire. C'est-à-dire que je peux arriver, prendre un sujet que je veux parler qui va soit tourner autour des podcasts, soit tourner autour de mon champ d'expertise, soit tourner autour du développement que je vois dans le monde des affaires, des nouvelles également. Puis je peux partir puis écrire 1000, 2000, 3000 mots comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez naturel pour moi, que j'ai pas besoin vraiment de préparation. Qui a toujours été naturel, Antoine, ou tu l'as développé à travers le temps? Je pense définitivement qu'il y a une amélioration qui se fait à travers le temps. Puis pour les gens qui pensent vouloir se lancer sur LinkedIn, je le dis tout de suite, ça va être difficile au départ. Et plus que vous en faites, plus que vous allez prendre confiance, plus que vous allez être capable de comprendre ce qui fonctionne également, puis ça va vous donner par extension encore plus confiance. Je pense qu'à la base, j'avais une certaine plume. Je pense que les gens sont capables de reconnaître quand j'écris, mais je me suis définitivement amélioré à travers le temps, ça c'est clair. Et aussi, j'aime ça.
J'aime ça en toute transparence de pouvoir écrire, de pouvoir donner du contenu, de pouvoir essayer d'aider les gens sur certains aspects qui, je crois, avoir un niveau d'expertise. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Puis, c'est sûr et certain que je te cacherai pas que ça a un gros impact sur notre business LinkedIn. C'est-à-dire, je faisais une publication hier sur le fait de si les gens voulaient venir s'installer à Barcelone. Donc, je sais que les gens dans mon industrie rêvent un peu de cette vie de digital nomade et j'ai littéralement proposé qui aimerait venir s'installer à Barcelone. Tu sais, en expliquant un petit peu pourquoi on a lancé un bureau à Barcelone, quelles ont été les idées derrière ça avec une belle photo de la plage, une belle photo de la ville. Ben, automatiquement, j'ai reçu 4 à 5 candidatures de joueurs excessivement sérieux qui seraient intéressés à vouloir faire un appel pour peut-être vouloir travailler chez nous. Donc, je suis capable de voir automatiquement le retour de cette plateforme-là au niveau du recrutement, au niveau également du développement des affaires pour le volet client. Ça nous amène des rendez-vous. J'ai intégré le petit bouton pour booker des appels avec moi sur LinkedIn. J'ai des rendez-vous qui se bookent à chaque semaine là-dessus en faisant des publications. Donc, je suis capable de voir un certain retour sur investissement avec ça c'est clair. Puis bien entendu, par la suite, ça aide pour la promotion des podcasts, là. C'est vraiment intéressant de voir comment tu le fais, Antoine. J'aurais pensé qu'il y aurait eu une certaine... comme tu dis, tu n'as pas de structure, mais le résultat est là, puis tu as quand même une discipline que tu es capable. J'avais une structure avant, puis je me suis rendu compte d'une chose. Pendant à peu près 3 mois, je faisais toutes mes publications une semaine à l'avance. Et la réponse, l'engagement, l'interaction était pas au rendez-vous. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était de la malchance? Est-ce que c'était que j'étais juste tanné d'en faire 5 de suite? Mais à un moment donné, je me suis juste rendu compte que quand j'avais une idée puis je l'écrivais le jour de même, instinctivement, j'avais toujours plus d'impact. C'est intéressant. Je sais que c'est pas tellement un modèle, entre parenthèses, scalable, mais je me suis aperçu que les réponses que j'avais étaient vraiment reliées à mes pensées puis mes envies du moment, qui sont souvent reliées à ma lecture des nouvelles du monde des affaires ou dans l'industrie dans laquelle que je gravite, celle du marketing. Donc, avec ça en tête, je me suis aperçu, puis c'est peut-être un point qui serait intéressant à garder pour l'audience, c'est de se dire, il y a quand même une certaine corrélation, du moins pour moi, qui s'est installée entre le niveau d'actualité et ce que je publie. C'est-à-dire que une nouvelle qui est recyclée aura peut-être pas autant d'impact que quelque chose qui me fait réagir le jour même par rapport à un point que j'ai été capable de voir. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est à réfléchir autour de ça. Et question pour toi, on entend souvent qu'il y a des plages horaires qui sont meilleures pour publier ces posts, des journées également. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu l'as testé de ton côté, puis qu'est-ce que tu as vu comme apprentissage? Parce que moi, j'ai joué un petit peu avec ça dans les dernières semaines, mais je serais curieux de t'entendre parler de ça avant que je partage un peu ce que moi, j'ai perçu jusqu'à date. Ouais, mais je pense que ça va être intéressant d'entendre ton point de vue également ici par rapport aux heures. Je publie toujours le matin, heure de l'Est. Donc, pour moi, ça fait à peu près 14h, 14h30. Toujours à peu près aux mêmes heures, 8h20, 8h30. Après, des fois, écoute, on est tous des humains. On peut ne pas avoir le même niveau de discipline. Des fois, je vais publier un peu plus tard, mais habituellement, ça se situe vers 8h20, 8h30 heure de l'Est. De mon côté, j'avais toujours entendu qu'il fallait pas poster la fin de semaine. Et là, j'ai commencé à poster la fin de semaine. Et j'ai été agréablement surpris du résultat, peu importe. Les gens sont sur LinkedIn. C'est fou, c'est complètement fou. Et c'était Dominique Gagnon de Connect & Go qui m'inspirait un petit peu à ça. Il m'expliquait que lui, dans sa routine, c'est un gars qui se lève très tôt le matin. Puis il disait, moi, je le fais le samedi matin. Je fais mes écritures le samedi matin pendant que toute la famille dort. Fait que ça m'inspirait un peu à commencer à tester ça. Puis ben, tant qu'à faire le post, tant qu'à l'écrire, je vais le poster tout de suite. J'ai commencé à poster samedi matin, dimanche matin. Puis honnêtement, j'ai le reach pas mal similaire au restant de la semaine. Puis ça, j'ai été extrêmement surpris. Mais je m'attendais contre toute attente à ce que ça donne pas ce résultat-là. Parce que quand on regarde les infographies qui montrent un petit peu de quelle heure, quel jour on devrait poster, samedi, dimanche, généralement, faudrait pas poster. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement peu de gens qui le font que ça laisse une place plus grande pour ceux qui sortent du contenu qui peut être pertinent. Oui, exactement. Il y a un petit peu plus d'inventaire parce qu'il y a moins de contenu qui va être partagé. Puis les gens consomment LinkedIn le week-end. Moi, c'est une plateforme que je consomme à tous les jours. Je serais prêt argumentablement à dire que c'est le média social que je consomme le plus, LinkedIn. Donc, ça me surprend pas que tu puisses avoir des bons reach le week-end. Puis je pense que c'est vraiment, ça fait partie du rôle bon, on est ici des présidents d'entreprise, mais peu importe que vous soyez président d'entreprise ou directeur de département, que vous ayez un rôle, bâtir son personal branding, on le dit assez souvent, c'est d'une importance
capital même. Je pense que ça fait juste partie des choses primordiales à faire de l'entrepreneur en 2024. Faut le faire, faut partager du contenu, faut donner notre opinion sur certains aspects, faut qu'on soit capable d'éduquer notre audience, faut qu'on soit capable de démontrer qu'on est des leaders dans notre catégorie. Puis la capacité de LinkedIn, la force de LinkedIn comparativement à d'autres plateformes sociales, c'est que les gens sont en mode business. Donc, si vous êtes capable de parler puis de partager du bon contenu, les gens sont ouverts à avoir ces discussions-là, à prendre un appel avec vous, à faire cet entretien d'embauche-là, parce que c'est une plateforme qui a été bâtie autour de ça. On n'aurait pas le même impact sur Instagram ou sur Facebook, bien entendu, mais LinkedIn est bâti autour de ça. Donc, si on peut s'infiltrer dans le fil d'actualité de notre client cible ou de notre employé cible, par la suite, on peut intégrer aussi d'autres types de conversations via les plateformes de Messenger de LinkedIn qui sont excessivement fonctionnelles. Donc, il y a vraiment quelque chose à regarder de votre côté si vous le faites pas. Et ça, c'est quelque chose qui va également générer des intérêts composés à travers le temps. Le contenu que vous allez faire aujourd'hui va s'accumuler, puis vous allez apparaître numéro 1 quand les gens vont se connecter dans quelques semaines, dans quelques mois, puis c'est comme ça que les gens vont se rappeler. Autre concept que j'ai mis en application qui m'aide dans les dernières semaines, c'est d'utiliser la réflexion du passé loin, passé proche et le présent. Donc, quand je veux écrire un post ou j'ai une idée d'un post, je me pose tout le temps la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a longtemps de ça que j'ai eu un apprentissage que je peux partager? Est-ce qu'il vient de se passer quelque chose dans les dernières journées qui pourrait être pertinent que je partage sur LinkedIn? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui même en temps réel que je peux publier puis produire du contenu là-dessus? Donc, de partir de ce framework-là des trois items passé loin, passé proche et présent, de mon côté, ça m'aide beaucoup à sortir des idées potentielles puis être capable de partir sur quelque chose. De mon côté, j'utilise beaucoup ChatGPT pour aider. Une fois que mon brouillon est fait, je vais le passer dans ChatGPT pour venir ajouter des émoticônes sur le post et corriger mes fautes d'orthographe. Donc, généralement, je vais le partir à froid, là, vraiment mon écriture, puis un coup que je suis satisfait de ce qu'il y en est, je viens rajouter la couche d'émoticônes puis la correction d'erreurs par ChatGPT. Donc, il y a un petit effet de levier que je suis capable d'aller chercher là. Je t'ai volé un petit truc également, Antoine, de prendre une première punchline, de laisser des espaces et mettre des petites flèches vers le bas. Donc, ça semble donner un certain résultat supplémentaire. Donc, je te donne tout le crédit là-dessus. Je sais pas si tu l'avais volé à quelqu'un d'autre, mais jusqu'à date, ça semble bien fonctionner. Donc, c'est un autre bon point que j'ai appris dans les dernières semaines. S'il y en a qui sont sur LinkedIn, je vous invite à le tester. Les gens sont curieux de cliquer pour aller voir ce qu'il y a plus loin. Si la punchline, elle est bonne, et là, ça va vous donner un effet de levier sur le reach de votre audience. Puis c'est vraiment une plateforme utilisée. Tu as d'autres choses, ouais? Je me suis rendu compte que l'image faisait toute une différence parce que les gens vont voir juste la punchline et l'image. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit accrocheur là-dedans. Et maintenant, je me pose toujours la question, est-ce que les gens vont potentiellement apprendre quelque chose dans ce que je dis? Est-ce que c'est divertissant ou est-ce qu'il y a un côté émotif très fort? S'il y a un ou plusieurs de ces trois éléments-là, souvent, ça va composer un bon post qui va réussir à aller chercher un effet de levier. Et j'ai commencé à refaire une réutilisation du contenu sur les autres plateformes, exemple Facebook. Si j'ai un coup de circuit sur LinkedIn, je vais prendre quelques minutes pour aller le reposter sur Facebook et généralement, ça va être un effet de levier équivalent sur l'autre média social. Donc voilà mes prochains tests devant moi. Là, je vais probablement en surprendre plusieurs. Je n'ai pas la version payante de LinkedIn. Et je me pose la question si LinkedIn bloque volontairement la portée des posts quand on est en forfait gratuit versus forfait payant. Là, j'ai comme un plafond de verre à 15, 20, 25 000 de reach. Je vais essayer de continuer comme ça puis éventuellement aller débloquer le forfait payant pour voir si c'est ça qui cause le plafond de verre. Et autre truc que je veux tester, j'ai vu quelque chose d'ultra pertinent. Google a amené une petite fonctionnalité dans leur système qui est équivalent à Word, qui s'appelle Spreadsheet, qui est la diction vocale, mais qui a une interface d'AI qui est rattachée par-dessus ça. Si on utilise les systèmes de diction réguliers pour pouvoir faire un post, ça devient super difficile à dire, ben là, il faut mettre un point là, une virgule. Tandis que j'ai vu des démos qui étaient faites avec Google Spreadsheet, avec la fonction qui est un petit peu cachée dans les menus. Et ce que j'ai vu à date, là, c'est vraiment comme si on avait un assistant personnel à côté qui comprenait exactement quand mettre des points, quand faire des retours d'espace, quand effacer quelque chose de manière
à la diction. Donc, j'avais jamais vu ça ailleurs. Fait que c'est mon prochain test que je veux aller voir, que je vais aller tester pour voir si ça va m'aider à écrire plus, écrire mieux pour poster sur les différents médias. Ben écoute, c'est des bonnes résolutions, Jonathan, parce que LinkedIn, c'est comme le gym. Tu le fais chaque jour et t'espères ultimement avoir des résultats, mais tu l'oublies. Et à un certain moment, sans trop comprendre pourquoi, tu vas avoir un déclic, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir des gens qui vont venir t'en parler et ça va pouvoir faire toute la différence. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui à venir ajouter Jonathan ou m'ajouter moi, Antoine Gagné, sur LinkedIn. Ça va nous faire plaisir de pouvoir continuer les discussions avec vous. As-tu d'autres points à mentionner sur le sujet LinkedIn avant qu'on passe peut-être à d'autres points qui ont marqué le monde des affaires? C'est complet de mon côté pour LinkedIn. J'aimerais faire un petit rebond ici, Jonathan, concernant la Chine. OK, c'est un point, c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on pense à tort que l'économie de la Chine ne fait que croître. Que c'est une économie qui est en effervescence constante, qui va devenir la plus grande économie mondiale, qui risque de le devenir d'ailleurs, je pense que c'est une question de temps, mais qui, comme n'importe quel pays, a des défis. Et on a vécu dans les dernières années des inflations importantes au Canada, aux États-Unis, bref, dans l'Occident en général. Et la Chine, elle a vécu de la déflation, plus précisément depuis juillet 2023. Donc, juste pour que les gens soient capables de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire de la déflation, je vous donne un exemple très simple. Vous allez arriver à l'épicerie, au centre d'achat, peu importe, vous allez vouloir acheter quelque chose. Puis on va dire que le bien que vous voulez acheter aujourd'hui est 100 $. Mais automatiquement, ce qui va se dérouler, c'est que les gens ne l'achèteront pas aujourd'hui. Ils vont attendre avant de l'acheter parce que à cause de la dynamique actuelle économique qui s'installe, tout porte à croire que ce même bien-là, dans 3-4 mois ou même 1 an, va pas valoir plus cher, mais va valoir moins cher. Donc, vous comprenez un petit peu ce qui peut se dérouler ici, c'est qu'automatiquement, les gens retardent constamment leurs achats. Donc, automatiquement, il y a moins d'argent dans l'économie qui circule parce qu'on attend. Et bien entendu, on le sait, c'est une spirale négative qui va s'installer ici, moins d'argent qui circule, moins de possibilités d'aller racheter de l'inventaire pour acheter certains biens. Et là, ultimement, il peut y avoir énormément de problèmes qui se déroulent par rapport à tout ça. Ça s'est déroulé au Japon pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je serais même pas surpris que ça se déroule encore aujourd'hui. Je devrais vérifier d'ailleurs. Mais en Chine, la Chine est en déflation depuis juillet 2023. Là, je lisais un article récemment comme quoi qu'elle sort de la déflation pour la première fois en 6 mois. Mais c'était surtout pour amener à l'attention de l'audience aujourd'hui que cette idée-là qu'une économie va continuellement croître n'est pas vraie. On a un exemple ici littéralement avec ce qui va devenir très, très, très bientôt la plus grande économie mondiale, que tu peux avoir des enjeux comme ça de la sorte. Et comment ça peut être créé à la base? Il faut le savoir aussi, puis ça, c'est certains points qui pourraient mériter peut-être une analyse encore plus approfondie au niveau économique, mais ils n'ont pas eu de stimuli, la Chine, pendant la COVID. Il n'y a pas eu d'argent qui a été injecté dans la population comme il y a pu avoir en Occident. Donc, ça peut créer cette dynamique-là également de ce côté-là. Mais je trouvais ça intéressant de dire, c'est pas une économie qui, comme on le pense, ne fait que croître. Non, au contraire, en ce moment, l'économie de la Chine était en décroissance, en déflation. Et ça va être intéressant de regarder, ça pourrait être quoi l'impact ici au Canada puis aux États-Unis. Donc, je sais pas si c'est un petit peu une idée de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme soubresaut par rapport à ça. Là. Écoute, si on parle essentiellement de l'économie et de l'emploi, je pense que ça peut être intéressant que tu en parles, parce que c'est un deuxième point que je voulais parler, davantage au niveau domestique. Ici, au Québec, l'économie et l'emploi, c'est sensiblement en stagnation. Donc, je vais donner des chiffres là qui sont sortis pour février. Donc, le taux de chômage est passé de 4,5 à 4,7 %. Le 4,5 % c'était janvier et le 4,7 % c'était en février. Et juste pour donner un petit peu d'image à tout le monde, le taux de chômage au Québec, il était de 4,1 % à la même période il y a 12 mois. OK? Ce qui est important de comprendre, c'est que sur ces taux de chômage-là, il y a une proportion qui est beaucoup plus importante au moment où on se parle dans la région de Montréal, dans la région métropolitaine, où est-ce que le taux de chômage est à 5,6 % en moyenne. Paradoxalement, il a descendu, il est à 5,7 % le mois dernier. Mais c'est pour donner un petit peu de contexte. Et si on regarde dans le Canada au complet, le taux de chômage est un petit peu plus élevé. Il dépasse les 5,5 % au moment où on se parle. Donc ça, c'est pour donner un peu de contexte que
c'est pas des choses dramatiques, mais clairement, il y a une augmentation qui se fait sentir au niveau du taux de chômage au moment où on se parle. Maintenant, ça peut être des fois un petit peu des chiffres à l'aveugle parce que, pas des chiffres à l'aveugle que je veux dire, mais dans le sens que le taux de chômage est calculé selon le nombre de personnes qui, dans un endroit précis, n'ont pas de travail au moment où on se parle. Et si, d'un autre côté, l'immigration a été plus forte à un certain moment de l'année, ça peut venir impacter les chiffres. Et ça, je pense que c'est un point qui est important à prendre en considération. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées au Canada dans les derniers mois, mais tout de même, c'est des choses qu'il faut quand même regarder attentivement, de savoir comment l'économie évolue un peu à ce niveau-là. Faut pas oublier de calculer également les gens qui sortent du marché du travail. Donc, on est dans une grande phase que beaucoup de gens s'en vont à la retraite. Et si ces gens-là quittent à la retraite, mais qui n'avaient pas d'emploi officiellement, dans le sens qu'ils sortent du bassin d'employabilité, ça vient faire augmenter artificiellement le taux de chômage en pourcentage au bout de la ligne. Donc, il faut voir ce que l'immigration rentre plus vite que les gens quittent vraiment du marché du travail. Et cette balance-là peut venir faire bouger les chiffres. Exact. Encore là, un peu plus virtuellement que sur une réalité de plancher. Là. Exactement, parce que les embauches continuent tout de même d'augmenter au Canada. Donc ça, je pense que c'est un point qui est intéressant à mentionner ici. D'ailleurs, Desjardins dit que d'ici la fin de l'année, les taux de chômage devraient atteindre 5,6 %. Donc théoriquement, ça devrait continuer à augmenter. Bref, choses comme ça à suivre. Donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qui se passe au pays? Ben, c'est un petit peu ce qui se déroule au niveau du travail et au niveau de l'emploi au moment où on se parle. Espérant qu'il n'y ait pas de déflation. Effectivement. Donc, on suit ça devant nous. Je terminerai avec une dernière nouvelle concernant Air Canada et les chatbots. Antoine, si tu permets. Qu'est-ce qui se passe encore avec Air Canada? On voit qu'Air Canada est souvent le testeur en cours de certaines problématiques ou certaines idées. On se rappelle qu'Air Canada a eu un jugement en sa défaveur par rapport à un employé qui est en télétravail, qui s'est blessé à la maison. Et Air Canada a perdu en cours, comme quoi que l'employé, même s'il est à la maison, l'employeur est responsable de l'environnement de travail. Donc, ce qui fait, selon mon opinion personnelle, aucun sens. Donc, Air Canada a perdu en cours là, dans les, je pense que ça fait 1 an environ de ça, cette problématique-là. Eh bien, Air Canada se retrouve encore aujourd'hui devant les tribunaux pour un type de cause. Donc, Air Canada avait activé un chatbot qui est animé par l'intelligence artificielle sur son site directement. Et le chatbot a promis ou a donné des indications trompeuses à un client. Il a encouragé un client à réserver immédiatement un vol et si jamais c'était pas correct à son avantage à lui, il pouvait avoir un remboursement dans les 90 jours qui suivent. Donc, le client s'est empressé d'aller réserver son vol et quand il a demandé un remboursement, il a été extrêmement surpris de voir que ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas de politique de remboursement qui était similaire à ce que le chatbot a dit. Donc, Air Canada a essayé d'étouffer l'affaire et de donner un petit bonbon au client. Le client a dit non, il n'y en est pas question, on va se ramasser en cours avec ça. Et la Cour a statué comme quoi que l'employeur ou l'entreprise est responsable de ce que le chatbot va dire. Et Air Canada doit honorer ce que le chatbot a mentionné. Donc, à prendre en compte dans nos organisations, les chatbots sont extrêmement pertinents pour venir automatiser des choses, mais à s'assurer qu'ils ne promettent pas des choses qui ne sont pas en lien avec vraiment vos réelles règles de fonctionnement. Parce que si jamais le chatbot dit quelque chose qui ne fait pas de sens, eh bien, vous pouvez vous retrouver en cours et devoir faire face à la vraie réalité d'honorer ce que le chatbot a dit. Donc, le chatbot, dans ce cas-là, avait halluciné une politique de remboursement qui n'existait pas. Et c'est intéressant de voir un petit peu la dynamique en cours parce que le plaignant mentionnait, ce n'est pas au consommateur d'aller double vérifier si le chatbot dit une vérité ou pas. On prend pour acquis que ce qui est mentionné, ce qui sort électroniquement du chatbot, est vrai. Et c'est ce que la Cour a mentionné. Ce n'est pas la responsabilité du consommateur ou du client de double vérifier ce qu'un agent pourrait dire en ligne, qu'il soit animé par l'intelligence artificielle ou que ce soit un vrai humain. C'est de la responsabilité de l'entreprise qui a engagé soit cet humain-là ou qui a mis en place cette intelligence-là artificielle. Et sans surprise, si vous allez visiter le site d'Air Canada aujourd'hui, il n'y a plus de chatbot automatisé pour le moment. Donc, le support automatisé en date d'aujourd'hui est désactivé. Fort à parier qu'il va avoir ce qu'on appelle des railguards, donc une structure qui va venir contraindre un peu le chatbot pour venir limiter ce genre de cas-là.
Reste à être réaliste. Air Canada a fait beaucoup plus probablement de profit versus le coût que ça lui coûte pour ce cas-là d'avoir mis le chatbot en ligne. Fait que c'est probablement un résultat net positif. Mais quelques petits ajustements probablement à faire et à surveiller aussi dans nos organisations parce qu'on risque d'en déployer devant nous parce que c'est extrêmement utile au final. Extrêmement bon point. Exactement. Ouais, définitivement. Je pense que c'est un point à garder en tête. Écoute, Jonathan, toujours des points intéressants. Avant que je te laisse filer, as-tu des derniers points que tu aimerais parler un peu avec notre audience? Des choses qui ont marqué ton attention? Dernière nouvelle en 60 secondes. On a parlé énormément du cas de FTX, la plateforme de crypto-monnaie qui s'est écroulée durant le crash des crypto-monnaies il y a de cela quand même un bon bout de temps. On parlait de pertes énormes en milliards de dollars pour les gens qui avaient stationné de l'argent dans cet échange-là de crypto-monnaies. Et les dernières nouvelles qu'on a reçues, c'est qu'avec l'augmentation de la valeur de certaines crypto-monnaies, fort à parier qu'FTX va être capable de rembourser 100% des actifs qu'ils détenaient de leur côté envers leurs clients, en grande partie par leur grande position dans la crypto-monnaie Solana qui a fait 5 fois 500% de rendement depuis le crash. Le Bitcoin est à son plus haut de jamais vu historiquement en date d'aujourd'hui. L'Ethereum aussi est en train de battre des records. Donc, fort à parier que ça va fort probablement bien se terminer pour les clients qui ont été pris malheureusement dans cette aventure-là. La date n'est pas encore définie quand les fonds seraient relâchés, mais fort à parier que personne ne va rien perdre au final. Et les actionnaires ou les anciens actionnaires ont confirmé qu'ils n'allaient pas relancer la plateforme. Il n'y a aucun des investisseurs qui sont prêts à dire on remet de l'argent et on repart FTX devant nous. Donc, ce qui est une bonne chose au final. Et SBF, lui, le fondateur déchu de tout ça, je pense que lui, il a été jugé coupable. La peine n'a pas été connue encore. Il risque de passer une bonne partie de sa vie en prison. Donc, je pense qu'on devrait avoir la sentence sous peu, mais il a été déclaré coupable. Là. On est simplement en attente de la sentence au moment où on se parle. Ça sera intéressant à suivre. C'est tout, Antoine, pour cette semaine. Merci, Jonathan. Donc, on fait un petit récapitulatif pour les gens qui nous écoutent. Vous devez vous lancer sur LinkedIn si ce n'est pas fait encore. Très important. Utiliser certaines techniques qu'on vous a mentionnées. On n'est pas des experts, mais on aime le faire et on peut des fois partager des techniques qui peuvent être intéressantes. Et si vous ne l'avez pas testé, vous allez voir si vous êtes capable d'avoir une certaine constance, vous allez être surpris des résultats dans les mois qui vont suivre. Donc, mettez ça en place. Eh bien, pour les gens qui nous écoutent également, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.